C'est l'histoire d'un territoire. Un territoire qui s'est étendu jusqu'aux sables et salines d'Aigues-Mortes, a traversé un bout de Camargue, a parcouru la plaine autour de Sommières et d'Uzès pour trouver son cœur dans les hautes terres des Cévennes, un foyer du protestantisme en France. À la fin du XIXe siècle, l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson, parti s'isoler au monastier sur Gazeille, en Auvergne, entreprend le 22 septembre 1878 un voyage en solitaire à travers la Lozère, le Gévaudan et les Cévennes, pour atteindre 12 jours plus tard Saint-Jean-du-Gard dans le Gard, au terme d'un périple de 120 miles, environ 195 km. Dans son livre Voyage avec un âne dans les Cévennes, paru en 1879, il nous livre quelques savoureuses descriptions de ses rencontres et des villages traversés, consignés dans un journal au fur et à mesure de ses étapes. Dans la partie du livre intitulée Au pays des Camisards, il y évoque quelques épisodes marquants de la guerre des Camisards, période tourmentée dans l'histoire de cette région protestante. Tous les passages ayant trait à l'histoire de cette révolte ont été rédigés a posteriori en se référant principalement à l'ouvrage Histoire des pasteurs du désert de Napoléon Peyrat, 1842. C'est de lui qu'il reprend, par exemple, le récit tragique de l'assassinat par les Camisards de l'abbé du Chaillat au pont de Montvert. Sur les monts Lozère. Devant moi, à demi voilé par une brume ensoleillée, s'étalait un nouveau Gévaudan, plantureux, pittoresque, illustré par des événements pathétiques. Pour m'exprimer d'une façon plus compréhensive, j'étais dans les Cévennes au monastier et au cours de tout mon voyage, mais il y a un sens strict et local de cette appellation auquel seulement cette région hérissée et âpre à mes pieds a quelque droit, et les paysans emploient le terme dans ce sens-là. Ce sont les Cévennes par excellence, les Cévennes des Cévennes. Dans ce labyrinthe inextricable de montagnes, une guerre de bandits, une guerre de bêtes féroces, fit rage pendant 2 années entre le grand roi avec toutes ses troupes et ses maréchaux, d'une part, et quelques milliers de montagnards protestants, d'autre part. En décembre 1688, le comte de Breuil est nommé commandant militaire de la province de Languedoc. De juillet 1702 à février 1703, il commande les troupes engagées dans la guerre des Camisards, mais Louis XIV, croyant d'abord à une révolte sans gravité, il eut beaucoup de peine à obtenir des secours suffisants. Lorsque les événements se précipitèrent, la cour, au lieu d'envoyer des troupes à De Breuil, le remplaça le 12 mars 1703 par le maréchal de Montrevel. Le maréchal de Montrevel se fera remarquer par des massacres contre la population, la déportation et le brûlement des Cévennes, 466 villages et hameaux détruits en Cévennes entre octobre et décembre 1703. Ces massacres auront l'effet inverse de celui souhaité. Le 21 avril 1704, il est remplacé par le maréchal de Villars. Alors que ses prédécesseurs n'employaient que la force, le duc de Villars préfère la négociation. En mai-juin 1704, il obtient notamment la reddition du plus prestigieux des chefs camisards, Jean Cavalier. Ce qui n'empêcha pas les autres chefs camisards de continuer le combat jusqu'en octobre 1704. Il y a 180 ans, les Camisards tenaient un poste là même, sur les monts Lozère où je suis. Ils avaient une organisation, des arsenaux, une hiérarchie militaire et religieuse.
L'Angleterre envoyait des flottes les soutenir. Leurs meneurs prophétisaient et massacraient. Derrière des bannières et des tambours, au chant de vieux psaumes français, leurs bandes affrontaient parfois la lumière du jour, marchaient à l'assaut de cités saintes, de remparts, et mettaient en fuite les généraux du roi. Et parfois, de nuit ou masquées, elles occupaient des châteaux forts et tiraient vengeance de la trahison de leurs alliés ou exerçaient de cruelles représailles sur leurs ennemis. Là était établi, il y a 180 ans, le chevaleresque Roland, le comte et seigneur Roland, généralissime des protestants de France. Sévère, taciturne, autoritaire, ex-dragon, troué de petites véroles, qu'une femme suivait par amour dans ses allées et venues vagabondes. Il y avait Cavalier, un garçon boulanger doué du génie de la guerre, nommé brigadier des Camisards à 16 ans, pour mourir à 55, gouverneur anglais de Jersey. Il y avait encore Castenay, un chef partisan, sous sa volumineuse perruque et passionné de controverses théologiques. Étranges généraux qui se retiraient à l'écart pour tenir conseil avec le dieu des armées et refuser ou accepter le combat, posaient des sentinelles ou dormaient dans un bivouac sans gardien, selon que l'esprit inspirait leur cœur. Pierre Séguier, dit Esprit Séguier, sera capturé par le capitaine Poul au plan de Font-Mort. Il sera condamné à être brûlé vif sur la place de Pont-de-Montvert le 12 août 1702, en représailles à l'assassinat de l'abbé du Chahila. Abraham Mazel, davantage inspirateur et prophète de la résistance que chef de guerre, participe à l'attaque de la maison de l'abbé du Chahila au Pont-de-Montvert. Le 14 octobre 1710, dénoncé, il sera pris et abattu près d'Uzès. Nicolas Joanny sera arrêté en 1711 au Pont-de-Montvert et mourra lors de son transfèrement à Nîmes alors qu'il tentait de s'évader. Pierre Laporte, dit Roland, sera tué au château de Castelnau-Valence le 11 août 1704 à la suite d'une trahison. Son corps momifié sera promené publiquement dans les rues de Nîmes sur une claie avant d'être finalement brûlé. Catinat, de son vrai nom Abdia Morel, partira pour la Suisse avec Castanet et 22 autres Camisards. Revenu en France pour prendre la tête des Camisards encore insurgés, il sera dénoncé par son propre frère. Jugé à Nîmes, il sera condamné à être brûlé vif après avoir été soumis à la question ordinaire et extraordinaire. Henri Castanet se rendra aux autorités royales le 11 septembre 1704 et devra s'exiler en Suisse. De retour dans le Vivarais en 1705, il sera arrêté le 17 mars. Interrogé, torturé, et condamné à la roue sur la terrasse du Pérou à Montpellier devant une foule énorme le 26 mars 1705. Il repoussera les 2 curés qui l'entouraient et menacera de cracher sur le crucifix qu'on lui tendait. Gédéon Laporte, chef militaire de la troupe d'Esprit Séguier et d'Abraham Mazel, mourra dès le 22 octobre 1702, atteint d'une balle de mousquet. Sa tête, comme celle des 12 autres Camisards tués ce jour-là, sera exposée comme un trophée sur le pont d'Anduze. Salomon Courderc succédera à Gédéon Laporte comme chef des Camisards des Hautes-Cévennes, entre le Bouget et le Mont-Lozère. Il périra sur le bûcher en mai 1705. Ravanel sera brûlé vif à Nîmes le 22 avril 1705 en même temps que Catinat. Jean Cavalier, après une sévère défaite en avril 1704, négociera sa reddition avec le maréchal de Villars en mai 1704. Il quittera la France et rejoindra Genève et plus tard l'Irlande. Il sera nommé lieutenant-gouverneur de l'île de Jersey. Il mourra à Chelsea le 17 mai 1740. Et il y avait pour les suivre, ainsi que d'autres meneurs, des ribambelles et des kyrielles de prophètes et de disciples, hardis, patients, infatigables, braves à courir dans les montagnes, charmant leur rude existence avec des psaumes, prompts au combat,
prompte à la prière, écoutant pieusement les oracles d'enfants à demi fous et qui déposaient mystiquement un grain de blé parmi les balles d'étain avec lesquelles ils chargeaient leurs mousquets. Dans cette contrée où la tyrannie de l'Église avait provoqué la révolte des Camisards et la terreur des Camisards, jeté la paysannerie catholique dans une rébellion légale du côté opposé, en sorte que Camisards et Florentins se tenaient cachés dans les montagnes pour sauver leur vie, les uns et les autres. Pont de Montvert. Pont de Montvert est une localité fameuse dans l'histoire des Camisards. C'est ici que commença la guerre. La persécution d'une part, le fébrile enthousiasme d'autre part, sont presque aussi difficiles à comprendre en nos tranquilles temps modernes et selon nos croyances et nos incrédulités modernes. Une persécution d'une violence inouïe avait duré près d'une vingtaine d'années, et c'était là le résultat de son action sur les martyrs. Pendaison, bûcher, écartèlement sur la roue avaient été inutiles. Il y avait des hommes ramant aux galères et des femmes internées dans les prisons ecclésiastiques, et pas une pensée n'était changée au cœur d'un protestant révolté. Marie Durand est la plus célèbre des prisonnières de la tour de Constance à Aigues-Mortes. Elle est certainement l'une des figures les plus emblématiques de la résistance protestante. Elle fut arrêtée à l'âge de 19 ans, son seul crime étant d'être la sœur du pasteur du désert Pierre Durand, et emprisonnée pendant 38 ans, de 1730 à 1768 à la tour de Constance à Aigues-Mortes, une prison réservée aux femmes. Son frère sera arrêté au cours d'une réunion illicite, emprisonné et sera pendu en 1732 sur l'esplanade de Montpellier. Pendant toutes ces années de réclusion, Marie Durand n'a jamais voulu abjurer sa foi. Elle encourage ses compagnes de captivité et écrit de nombreuses lettres, suppliques ou remerciements, à ceux qui envoyaient des secours au pasteur nîmois Paul Rabot chargé de s'occuper des prisonnières. C'est à Marie Durand que l'on attribue généralement l'inscription Register, résister, en patois vivarais, gravée sur l'une des pierres de la margelle d'un puits dans la tour de Constance. Le chef et le principal acteur de la persécution, après Lamoignon de Baville, était François de Langlade du Chélat, archiprêtre des Cévennes et inspecteur des missions dans la même région. Nicolas de Baville, intendant du Languedoc de 1685 à 1718, recourt aux dragonnades pour convertir les protestants. Il applique avec rigueur, on l'a même accusé de cruauté, l'édit de révocation de l'édit de Nantes, 1685, provoquant ainsi la révolte des Camisards en 1702. Dans ses mémoires, Saint-Simon, écrivain et historien, en brossera un portrait peu flatteur d'intendant impitoyable. François de Langlade du Chélat est nommé en 1687 inspecteur des missions en Cévennes. Il se fera, à ce titre, l'agent des conversions forcées. Il possédait une maison où il habitait parfois à Pont de Montvert. C'était un personnage consciencieux. L'œuvre de la propagation de la foi y allait rondement entre ses mains. Sa maison de Pont de Montvert lui servait de prison. Il y brûlait les mains de ses détenus avec des charbons ardents, y arrachait les poils de leur barbe afin de les convaincre qu'ils étaient dans l'erreur. Non seulement la vie était rendue intolérable en Languedoc, mais la fuite y était rigoureusement interdite. Dès 1669, Louis XIV interdit l'émigration des réformés. Les voies de sortie sont surveillées, les hommes pris sont envoyés aux galères et les femmes en prison.
200 000 huguenots, sur les 800 000 que comptait alors la France peuplée de 19 millions d'habitants, préfèrent néanmoins prendre le chemin de l'exil plutôt que de se convertir. L'interdiction formelle d'émigrer, sous le coup de laquelle ils étaient, force donc les protestants à s'expatrier dans les plus grandes difficultés. Ils voyagent la nuit et se cachent le jour, ayant recours, une fois qu'ils ont quitté leur région, à des passeurs. Un certain Massip, un muletier bien renseigné sur la topographie et les sentiers de la montagne, avait déjà mené plusieurs convois de fugitifs en sécurité à Genève. Lors d'un nouvel exode, composé principalement de femmes déguisées en hommes, Duchela, dans une heure pour lui néfaste, appréhenda le conducteur. Le dimanche suivant, il y eut conventicule de protestants dans les forêts d'Altifage sur le mont Boudès. Nuit du 24 juillet 1702, celle qui ouvre la guerre des Camisards par la réunion d'une cinquantaine de jeunes gens armés sur le site des Trois Fayards, sur le mont Bouget, autour du prophète Abraham Mazel et d'Esprit Séguier. La nuit suivante, 24 juillet 1702, une rumeur inquiéta l'inspecteur des missions. Les voix d'une foule d'individus qui, chantant des psalmodies à travers la ville, se rapprochaient de plus en plus. Il était 10 heures du soir. Les chanteurs de psaumes étaient déjà à la porte. À leur sommation, l'archiprêtre répondit en bon vieux persécuteur. Il ordonna à sa garnison de faire feu sur la populace. Un Camisard tomba sous la décharge de mousqueterie. Ses camarades se ruèrent contre la porte, armés de haches et de poutres, parcoururent le rez-de-chaussée de la maison, libérèrent les prisonniers. « Enfants de Dieu, arrêtez !» s'écria le prophète. « Brûlons la maison avec le prêtre !» L'incendie se propagea rapidement. Par une lucarne du grenier, Duchela et ses hommes, au moyen de draps de lit noués bout à bout, descendirent dans le jardin. Mais l'archiprêtre tomba, se cassa une jambe et ne put que ramper jusqu'à une haie. Un à un, les Camisards, Séguier en tête, s'approchèrent de lui et le frappèrent de coups de poignard. « Voilà, disait-il, pour mon père écartelé sur la roue. Voilà pour mon frère expédié aux galères. Ceci pour ma mère ou ma sœur, emprisonnée dans tes couvents maudits. » Chacun portait son coup et l'expliquait. Puis tous s'agenouillèrent et chantèrent des psaumes. À l'aube, toujours psalmodiant, ils se dirigèrent vers Frugères, plus haut sur le Tarn, achever leur œuvre de vengeance, laissant en ruine l'hôtel-prison et sur la place publique un cadavre percé de 52 blessures. Ce fut une sauvage équipée nocturne, avec accompagnement perpétuel de psaumes. Le lendemain, les insurgés tuent 2 curés, dont celui de Saint-André de Lancise, puis les habitants du château de la Devèze. Plusieurs meneurs sont condamnés, puis exécutés en public, Esprit Séguier au pont de Montvert, brûlé, Moïse Bonnet devant le château de la Devèze et Pierre Nouvel dans l'église de Saint-André de Lancise. Tel est le signal et commencement de la guerre des Cévennes. La petite troupe se lance dans une équipée sanglante de plusieurs jours, où au rythme de leurs inspirations, ils tuent des curés et brûlent des églises, jusqu'à massacrer toute une famille catholique.
Et lorsque les autorités exposent 12 têtes de Camisards sur le pont d'Onduse, un jeune homme d'à peine 16 ans les aurait ainsi salués. Ces têtes nous crient « En avant !» Cet homme, c'est Jean Cavalier. Dans la vallée du Tarn. Florac. Détruit au XVIIe siècle, pendant les guerres de religion, le château de Florac sera reconstruit en 1652. Durant la nuit du 23 au 24 septembre 1689, une centaine de Cévenols armés assistent à une assemblée du désert à la camp de l'Hospitalet, plateau à une vingtaine de kilomètres de Florac. Lors de cette assemblée, ils décident d'attaquer Florac où stationnent des dragons du roi. L'attaque, conduite par le prédicateur François Vivant dans la nuit du 27 au 28 septembre, avorta. François Vivant sera surpris par les dragons en 1692 dans une grotte près d'Anduse et sera tué. Un petit chemin en amont du Tarnon, un pont couvert en bois, nous firent pénétrer dans la vallée de la Mimante. Puis la route longea de fort près 2 hameaux obscurs, l'un d'eux nanti d'un ancien château fort, au Perché. C'est dans cette église que l'abbé du Chaïla prononcera sa dernière homélie le 23 juillet 1702. Il sera tué le lendemain soir à Pont-de-Montvert par la troupe d'Esprit Séguier et Abraham Mazel. Alors qu'il se préparait à détruire le village lors du grand brûlement des Cévennes, le maréchal de Montrevel partit précipitamment en direction de Sète où l'on annonçait la flotte anglo-hollandaise, renonçant ainsi à son projet de destruction. Le cœur de la contrée. Je me rapprochais maintenant de Cassagnas. Bien que situé ainsi à l'écart du cours des affaires humaines, ce hameau avait déjà fait figure dans l'histoire de France. Tout près de là, dans des cavernes de la montagne, se trouvait un des 5 arsenaux de Camisards. Ils y emmagasinaient des vêtements et des vivres et des armes en cas de besoin. Ils y forgeaient des baïonnettes et des sabres et fabriquaient eux-mêmes leur poudre à fusil au moyen de charbon de saule et de salpêtre bouillis dans des marmites. Dans ces mêmes cavernes, au milieu de cette industrie d'une grande diversité, malades et blessés étaient montés pour guérir. Des 5 légions dans lesquelles se répartissaient les Camisards, la plus ancienne et la plus obscure avait ses entrepôts près de Cassagnas. C'était la bande d'Esprit Séguier, des hommes qui avaient uni leur voix à la sienne pour chanter le psaume 68 la nuit qu'ils marchaient contre l'archiprêtre des Cévennes. Séguier, promu au ciel, eut pour successeur Salomon Couderc, que Cavalier, dans ses mémoires, appelle chapelain général de toute l'armée des Camisards.
Cette légion de Cassanias avait des théories guerrières vraiment patriarcales. Elle bivouaquait sans poste de sentinelle, laissant ce soin aux anges du Dieu pour lequel elle combattait. Ceci témoigne non seulement de la foi de ses lutteurs, mais de la région dépourvue de routes où ils trouvaient asile. Un traître n'avait besoin de nulle recommandation pour s'insinuer dans leur rang. Il lui suffisait de savoir chanter des psaumes. Et même le prophète Salomon le tenait en particulier amitié. Ainsi vivait, parmi ces inextricables sentiers montagnards, la troupe rustique. Non loin de cet endroit, sur ma droite, se dressait le fameux plan de Font-Morte, où Poul, avec son cimetière arménien, trucidait les camisards de Séguier. Après l'assassinat de l'abbé du Chahila le 24 juillet 1702, le capitaine Poul est chargé par le comte de Breuil, commandant des troupes royales du Languedoc, de réprimer les rébellions. Le capitaine Poul était un géant par sa taille, à la mine belliqueuse, à la voix enrouée et autoritaire qui portait comme un coup de canon. Il avait servi en Allemagne, en Hongrie, coupant la tête des chefs de guerre, et ramené d'Arménie, outre une énorme moustache qui lui barrait son visage buriné, un sabre d'une taille formidable qu'il maniait avec ses grands bras démesurés. Un véritable chien de guerre. Le lendemain du 24 juillet, les insurgés assassinent 2 curés. Les troupes royales du capitaine Poul investissent Pont de Montvert. Plusieurs meneurs sont capturés, condamnés, puis exécutés en public, dont Esprit Séguier brûlé vif au Pont de Montvert. Sur le chemin du supplice, le capitaine Poul, qui n'avait pas l'âme tendre, s'avisa de dire à Séguier : « Eh bien, malheureux. Présentement que je te tiens, après les crimes que tu as faits, comment t'attends-tu d'être traité ? Comme je t'aurais traité moi-même, si je t'avais pris. » répondit le prophète héroïque. Le 22 octobre 1702, Gédéon Laporte, un des chefs de l'expédition de Pont de Montvert, est tué lors d'un combat près de Bar-des-Cévennes. Sur ordre du comte de Breuil, Poul fait couper les têtes de Gédéon Laporte et de 12 de ses compagnons. Elles sont exposées à Bar-des-Cévennes, Saint-Jean-du-Gard, Anduze, Saint-Hippolyte-du-Fort et enfin sur l'esplanade à Montpellier. Le 9 janvier 1703, Ravanel tend une embuscade à Poul et à ses dragons. 200 camisards arrivés en renfort mettent les dragons en fuite. Le capitaine Poul est capturé et décapité. Gédéon Laporte est vengé. C'est au plan de Font-Mort que se réunissent les instigateurs de l'expédition contre la maison de l'abbé du Chahila, qui devint le point de départ de la guerre des Camisards. Au plan de Font-Mort eurent lieu 3 affrontements entre les troupes royales et les Camisards. L'un vit l'arrestation de Pierre Séguier dit Esprit Séguier, qui fut le tout premier insurgé arrêté le 28 juillet 1702, après la mort de l'abbé du Chahila. Un autre affrontement, le 13 mai 1704, fut la dernière grande victoire des Camisards, avec l'embuscade tendue par 500 Camisards emmenés par Roland, Questernet et Joigny, qui leur permit de défaire un convoi transportant des armes et 25 000 écus escortés par 770 soldats. En ce lieu est érigé une obélisque, à l'initiative des protestants, en mémoire des combats qui se déroulèrent au plan de Font-Mort, inauguré le 15 août 1887, année du 100e anniversaire de l'édit de Tolérance. À l'occasion du centenaire de l'édit de Tolérance, les fils des Huguenots ont sur le théâtre des anciens combats élevé ce monument à la paix religieuse et à la mémoire des martyrs. À un certain point, comme je marchais en contrebas par des détours rapides, la lune disparut derrière les monts et je poursuivis mon chemin dans une totale obscurité, jusqu'à ce qu'un autre tournant me fit déboucher à l'improviste, dans Saint-Germain-de-Calberte.
La dernière journée. Saint-Germain de Calberte est une grande paroisse d'environ 9 lieues de circonférence. À l'époque des guerres de religion et juste avant la dévastation, elle était habitée par 275 familles, dont 9 seulement étaient catholiques. Il fallut au curé 17 journées du mois de septembre pour aller à cheval, de maison en maison, faire un recensement. La chapelle protestante s'élève un peu plus bas, sur un éperon. Il y a, au centre du village, une vieille et curieuse église catholique. C'est en ce lieu que le pauvre Duchesla, martyr du Christ, avait sa bibliothèque et tenait école de missionnaires. Ici, il avait édifié son tombeau, pensant reposer au sein d'une population reconnaissante d'avoir été rachetée de l'erreur, et c'est ici qu'au lendemain de sa mort, on apporta, pour l'inhumer, le corps percé de 52 blessures. Revêtu de ses habits sacerdotaux, il fut exposé au grand apparat dans l'église. Le curé prêcha un sermon pathétique. Il exhorta ses frères à mourir, chacun à son poste, comme leur infortuné pasteur. Curé de Saint-Germain de Calberte depuis 1699, le père Louvrelolle se retrouve au cœur de l'insurrection camisarde de juillet 1702, assurant même le service funèbre de l'abbé Duchesla, archiprêtre des Cévennes au service de l'intendant Baville, tué par les camisards au pont de Montvert, le 24 juillet. C'est de l'intérieur même du bourg de Saint-Germain de Calberte, forteresse assiégée par les rebelles, qu'il rassemble les premiers matériaux pour son histoire du fanatisme renouvelé, dont la première édition paraîtra, à Chaux, en avril 1703, à Toulouse. Au mi-temps de cette éloquence, le bruit court qu'Esprit Séguier approche, et voilà que toute l'assistance saute en scène et détale, qui à l'est, qui à l'ouest, et le curé lui-même s'enfuit jusqu'à Alais. Étrange était la situation de cette petite métropole catholique, un diminutif de Rome, dans pareil milieu sauvage et hostile. D'une part, la légion de Salomon la surveillait de Cassanias. D'autre part, elle était coupée de tout secours par la légion de Roland à Mialet. Salomon assiégea le village pendant 1h30, puis battit en retraite. Les ruines du château de Calberte, construit vers le XIe siècle mais abandonné sans doute au début du XVe siècle, ont servi de refuge lors des guerres de religion, fin du XVIe siècle, ainsi que pendant la guerre des Camisards. Commencée en 1964, la restauration du château est aujourd'hui presque entièrement terminée. Dans la nuit du 22 avril 1686, les dragons en garnison à Saint-Germain de Calberte attaquèrent une assemblée au désert près du gardon de Saint-Martin de Lansucle. Les victimes furent nombreuses, certains fuyards se noyèrent dans le gardon en crue. En 1687, l'abbé du Chaïla, responsable des missions en Cévennes, fonda à Saint-Germain de Calberte un séminaire et dirigeait de là les écoles destinées à mettre les enfants des nouveaux convertis dans le droit chemin catholique. C'est à partir de Saint-Germain de Calberte qu'il rayonnait et menait ses inspections dans toutes les Cévennes. Le 27 juillet 1702, Les restes de Messire François Langlade du Chaïla, ancien curé de Saint-Germain de Calberte, inspecteur des missions, tué au pont de Montvert par les religionnaires de Saint-Julien d'Arpaon, sont enterrés dans l'église en face du maître-autel à égale distance des chapelles de Notre-Dame et du Sacré-Cœur. extrait d'une monographie d'un instituteur de Mende, datée de 1885. Le 1er janvier 1703, le village est attaqué par les Camisards, qui sont repoussés après avoir incendié quelques maisons. Lors du brûlement des Cévennes, entre octobre et décembre 1703, le village sert de centre de regroupement pour les habitants des fermes et hameaux environnants, rasés par ordre du roi, et une garnison des troupes royales le protège. Il était passé 3 heures à mon départ de Saint-Germain de Calberte. Je descendis au bord du gardon de Mialet, large lit de torrent à sec, et je traversai Saint-Étienne de la vallée française.
pendant la révolte des Camisards, 1702 à 1704, même s'il hébergea des troupes royales, le village, au cœur de la zone rebelle, n'échappa pas aux troubles, assemblées secrètes au désert, levée d'impôts des Camisards, représailles, meurtres, incendies. Lors du brûlement des Cévennes, où l'armée royale pratiqua la politique de la terre brûlée pour empêcher tout soutien matériel de la population à la guérilla, le bourg devint un des centres de regroupement de la population évitant sa destruction mais pas celle des maisons des nouveaux convertis dans les hameaux. Plus de 2000 personnes venant des villages et hameaux rasés s'y entassèrent pendant des mois. Vers le soir, je commençais de gravir le mont Saint-Pierre. Longue et pénible ascension. Mais le profil des monts se découpait franchement sur le ciel, notamment le mont Égual, forteresse de Castanet. Et Castanet, non seulement comme chef actif et entreprenant, mérite une mention parmi les Camisards. À ses lauriers se mêle une touffe de roses. Il montra en effet comment même dans une tragédie publique, l'amour arrive à ses fins. Au plus fort de la guerre, il épousa, dans sa citadelle des montagnes, une jeune et jolie fille appelée Mariette. Il y eut de grandes réjouissances et le marié, en l'honneur de l'heureux événement, libéra 70 prisonniers. 7 mois plus tard, Mariette, la princesse des Cévennes, comme on la nommait par dérision, tomba aux mains des autorités, ce qui équivalait pour elle à la mort. Mais Castanet était un homme résolu et il aimait sa femme. Il fonça sur Vallerogue et en emmena une dame comme otage. Pour la première et dernière fois, au cours de cette guerre, il y eut échange de prisonniers. Long trajet que la descente à Saint-Jean-du-Gard. Dès le milieu du XVIe siècle, comme dans toutes les Cévennes, les idées de la Réforme furent partagées par la quasi-totalité de la population de Saint-Jean-du-Gard. Le roi Louis XIV fait élever dès 1703 des fortifications de plus de 5 mètres de hauteur pour empêcher les Camisards de communiquer avec la population. On peut voir, aujourd'hui encore, quelques vestiges de cette fortification, notamment sur la façade du château les vestiges de l'une des 3 grandes portes d'entrée qui avaient été érigées. L'église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-du-Gard a été construite au XVIIe siècle avec les pierres du temple protestant démolies sur l'ordre du roi. Abraham Mazel est né en 1677 dans le hameau de Falguière dans la commune de Saint-Jean-du-Gard. Prophète et combattant protestant de la guerre des Cévennes, il est considéré comme le premier des Camisards, puisque c'est sous sa conduite qu'a lieu le premier acte de violence commis par les Camisards, l'assassinat de l'abbé du Chaïla au pont de Montvert en 1702. Il est aussi considéré comme le dernier, puisque, refusant la paix négociée par Jean Cavalier avec le maréchal de Villars en 1704, il poursuit la lutte armée par tous les moyens jusqu'à sa mort en 1710. J'étais maintenant pressé d'arriver à Alais pour mon courrier. Comme je me trouvais à présent dans une région civilisée, avec service d'omnibus, je décidai de partir par la diligence de l'après-midi. La réforme est adoptée dès 1550 par la quasi-totalité des habitants de Mialet. Après la révocation de l'édit de Nantes, le pouvoir royal qui voulait éradiquer la religion protestante fit payer un lourd tribut aux habitants de Mialet.
Sous la pression des dragons du roi, une grande partie des protestants de Mialet abjurent devant le prieur. Cette conversion n'est qu'apparente et Mialet devient un haut lieu de la résistance des réformés. En mars 1703, 670 habitants de Mialet, Restaient fermes dans leur foi protestante. dont 180 enfants ainsi que des catholiques les ayant soutenus, sont déportés en Roussillon. La cohorte des 670 habitants mialétains enchaînés part vers Anduze, Montpellier et Palavas où ils sont embarqués vers les 3 prisons de Perpignan. Leur réclusion, pendant laquelle une centaine de prisonniers moururent, dura une année environ avant le retour dans des maisons et des champs ruinés par le brûlement des Cévennes. Le 26 mars 1703, sur ordre du maréchal de Montrevel, le brigadier Julien enleva par ruse dans les 7 hameaux de Mialet plus de 670 habitants restés fermes dans leur foi réformée et les déporta, attachés les uns aux autres, vers le Roussillon. Le premier temple de Mialet fut édifié vers la fin du XVIe siècle après la destruction de l'église Saint-André. En 1685, lors de la révocation de l'édit de Nantes, il est détruit, à l'exception de son clocher, par jugement du présidial de Nîmes du 31 août qui Ordonne la démolition du temple de Mialet, interdit la religion prétendue réformée et condamne la communauté à 200 livres d'amende. L'église Saint-André est alors reconstruite avec les matériaux du temple et sera achevée en 1688. La reconstruction du temple, sur les ruines de l'ancien, dut attendre plus de 150 ans et ce n'est que le 2 avril 1837 que le nouveau temple fut inauguré. Pont en pierre traversant le Gardon, le pont vieux de Mialet dit aussi pont des Camisards a été construit entre 1714 et 1717, donc plus de 10 ans après la guerre des Camisards. Le pont est classé aux monuments historiques. Situé au Mas-Soubeyran, hameau de la commune de Mialet dans la maison natale du chef camisard Pierre Laporte, dit Roland, le musée du désert s'attache à faire revivre le passé huguenot et l'histoire des camisards. Fort de ses nombreux documents et objets authentiques, il est le plus grand et le plus riche musée de l'histoire protestante. Il a fêté ses 100 ans en 2011. Lors de la révocation de l'édit de Nantes en 1685 par l'édit de Fontainebleau, les protestants d'Anduze furent chassés de leur temple pour se retrouver dans les montagnes et notamment au désert. Aujourd'hui, à quelques kilomètres au nord-ouest, le musée du désert situé au Mas-Soubeyran, près de Mialet retrace cette épopée. Le premier temple d'Anduze est sûrement le premier temple de France, construit en 1567, fut alors démoli. L'église Saint-Étienne d'Anduze fut construite entre 1686 et 1688 sur l'emplacement de l'ancien temple. Le nouveau temple, classé aux monuments historiques, est un des plus grands de France. Il a été construit entre 1820 et 1823. Le 22 octobre 1702, Gédéon Laporte, un des chefs de l'expédition de Pont de Montvert, est tué lors d'un combat près de Bar-des-Cévennes. Sur ordre du comte de Breuil, sa tête, comme celle des 12 autres camisards tués ce jour-là, sera exposée comme un trophée sur le pont d'Anduze. Jean Cavalier, le plus célèbre des chefs camisards, est né à Ribaute dans le canton d'Anduze. Berger puis apprenti boulanger, repéré dans des assemblées protestantes interdites, il part pour Genève en 1701. Il en revient en 1702 après le meurtre de l'abbé du Chaïla. On a pillé nos biens, nos maisons. On nous a exposés aux souffrances les plus cruelles du monde, et voyant cela, nous nous sommes assemblés. Nous souffrirons la mort plutôt que d'abandonner notre religion. Seul ou en association avec Pierre Laporte dit Roland, il dévaste les villages catholiques et brûle les églises.
Il n'hésite pas à attaquer les troupes royales, leur imposant parfois de cuisantes défaites. Combat du Devet de Martignargues. 14 mars 1704. Ici la foi des Camisards, soutenue par la tactique de leur chef Jean Cavalier, triompha des troupes royales. Mais en avril 1704, sa troupe est durement défaite à Nages. Il entame alors des négociations avec le maréchal de Villars, dépose les armes et rejoint Genève avec une poignée de fidèles. En 1706, il commande un régiment de l'armée anglo-portugaise composé en partie de Camisards et de réfugiés. Un de ses buts était de rejoindre les Cévennes en passant par la Catalogne où cette armée est défaite. Il est grièvement blessé et s'installe en Irlande. En 1735, il est promu général de brigade, puis, en 1738, George II, roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, le nomme gouverneur de l'île de Jersey. Il meurt à Chelsea le 17 mai 1740 et est enterré dans le cimetière de ce faubourg ouest de Londres. Un fort de type Vauban, à l'instar de la citadelle de Montpellier, est bâti après la révocation de l'édit de Nantes sur un point haut de la vieille ville afin d'y installer une garnison au milieu de la zone tenue par les protestants. Le 24 décembre 1702, Jean Cavalier met en déroute la garnison d'Alès au mas de Covy, près de Saint-Christol-les-Alès. Le temple protestant d'Alès se trouve à l'emplacement d'un autre qui fut inauguré en 1563 et démoli en 1685, année de la révocation de l'édit de Nantes.